des trois mots: les leaderships défaillants, les sureffectifs et l'absence de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra maintenant qu'on veut nommer des mandataires, donc je ne suis pas candidat. Il faudra que ceux qui doivent animer ces entreprises fassent de ce que Gary Becker, ce prix Nobel de l'économie, a appelé le capital humain. Le capital humain, c'est qui? C'est celui qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé et qui a assez d'éthique. La deuxième proposition, il faut réduire les charges d'exploitation de ces entreprises en rapprochant le personnel du job description de chaque entreprise. Et finalement, pour terminer, comme dans nos entreprises, il y a un problème de stratégie. Au lieu de rester dans ce schéma colonial où il n'y a que les conseils d'administration et les comités de gestion, il faut créer maintenant une structure intermédiaire dans toutes ces entreprises qu'on appelle les comités de stratégie. Ces comités de stratégie vont avoir qui comme membres? Ce sont les scientifiques les plus capés de la filière, c'est-à-dire les gens qui ont fait leurs preuves en matière de recherche par rapport à l'objet social de ces entreprises. Ça sera cette structure-là qui pourra installer ce que nous appelons la gouvernométrie. Qu'est-ce que nous entendons par la gouvernométrie? Parce que ça fait partie de la doctrine que nous développons, qu'on appelle l'impoïsme. Donc, au niveau de la gouvernométrie, il y a des choses. Il ne faut pas réunir les gens dans une chambre sans connaître les standards et dire que nous avons signé les contrats de performance. Pendant que vous ne connaissez pas le potentiel de l'entreprise, c'est un peu stupide. La gouvernométrie commande qu'avant de signer des contrats de performance, qu'on puisse commencer par déterminer la fonction de production entreprise par entreprise. C'est quand on a fixé la fonction de production, et ça, c'est ça le travail du comité de stratégie. C'est à ce moment-là qu'on pourra maintenant signer des contrats de performance pour savoir qui l'a été et qui ne l'a pas été. Donc je ne voudrais pas abuser de votre temps. Je préfère m'arrêter là pour l'instant et je me disponibilise pour des réponses à toutes les questions éventuelles. J'ai dit, je vous remercie. À présent, ce sera le jeu de questions-réponses. Alors pour cela, celui qui a une question va juste se déplacer et se pointer là. Nous allons prendre pour un premier lot 5 questions et puis après, nous allons continuer. Merci pour l'octroi verbal. Je commence par remercier d'abord monsieur le professeur Godin-Poï pour un exposé titanesque que vous venez de nous donner. J'ai certaines choses qui constituent un peu les cadets de mes soucis. Alors, je commence d'abord, vous avez essayé de parler des faiblesses de cette réforme. Et vous avez dit que l'État ne devait pas abandonner ses engagements, disons les entreprises, pour essayer un peu de se livrer à la concurrence du marché, donner les marchés, comment on appelle, les entreprises entre les mains des privés. Alors je commence par la première question. Est-ce que aujourd'hui aux États-Unis, il existe encore des entreprises publiques? La deuxième question, vous avez parlé des faiblesses de cette réforme. Vous avez dit les manques de leadership, la défaillance des leadership. Vous avez dit un effectif pléthorique parce que tout celui qui arrive à la tête de ces entreprises arrive quand même à apporter avec lui un certain nombre de personnes. Mais si aujourd'hui vous pensez que
l'État devait récupérer toutes les entreprises. Déjà dans la politique, ce ne sont pas les qualités ou les atouts qui comptent, mais je pense que c'est la loyauté. Alors je vais nommer quelqu'un qui m'a servi durant peut-être mon parcours, durant mon combat pour arriver à la tête. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on remet les entreprises publiques entre les mains de l'État, il y aura vraiment ces leaderships-là? Je suis M. Nkaïlou, assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion et collaborateur du doyen de la faculté au nom du professeur Émile Ngoy, mais également du profil Ngaï Nkamba. En fait, je voulais revenir un peu au contexte historique. Je m'attendais à ce que vous puissiez approfondir par rapport à la loi de 78. C'est une loi qui regorge un peu beaucoup de défaillances par rapport à tout ce qui concerne la réforme des entreprises publiques. Parce que cette loi-là, qui promulgue la création des entreprises publiques par le président Mobutu, en fait, cette loi-là ne savait pas distinguer ce que c'est un service public, également entreprise publique. Parce qu'il y a également, nous avons des secteurs marchands, il y a également des secteurs non marchands. Quand je vois les secteurs marchands, je fais adhésion aux entreprises telles que la SNEL, la Régie des eaux, qui ont des produits à commercer. La DGI également, qui un service, mais c'est confond comme étant une entreprise. Et ma question est celle de savoir, à l'instar de toutes les faiblesses que vous avez évoquées tout à l'heure là, en l'occurrence ici le pléthore du personnel, la défense des leaderships, ne pensez-vous pas que cette loi vaut encore son pesant d'or sur le processus de réforme? Je tiens d'abord à remercier M. le professeur Godin Poyi, parmi les professeurs qui m'ont façonné dans la vie. Voilà. Cher maître, le finance publique posait 3 questions. La première question est celle de savoir comment mobiliser les ressources publiques. En d'autres termes, d'où viennent les ressources publiques. Moi, en tant que vérificateur des impôts à la DGK, nous sommes sur le terrain avec la décentralisation. Le système fiscal congolais a cédé 3 types d'impôts que vous connaissez bien, mais apparemment avec la réforme fiscale, l'État congolais n'arrive pas à récolter l'argent dans les comptes du trésor public. Alors, on doit continuer avec ce système fiscal congolais ou bien on doit regarder ailleurs? Merci beaucoup. Patrick Assouni. Alors la première préoccupation qui est à la fois aussi une question, j'aimerais savoir, vous avez parlé d'un comité de stratégie dans les entreprises publiques. Je voulais juste connaître un peu la stratégie. Est-ce que c'est au niveau du gouvernement ou bien au sein de ces entreprises que ce comité sera réalisé? Vous avez dit que ça sera au sein des entreprises. Maintenant, dans ces entreprises, ce sont les mandataires, c'est-à-dire le conseil d'administration, qui va mettre en place ces comités et qui va recruter en son sein les meilleurs d'entre nous, puisque moi je suis aussi cadre d'une entreprise publique, les meilleurs d'entre nous pour faire partie de ces comités, puisque vous avez parlé des chercheurs calibrés aussi, qui ont de l'expérience, qui sont chevronnés, ou bien on va recruter des chercheurs à l'extérieur pour venir nous aider par rapport à ces comités de stratégie. Je suis étudiant Merveille Owenga de l'économie, L1. Ma question est la suivante. Nous avons bien suivi votre exposé, monsieur le professeur. Merveille. Ouais. Nous avons bien suivi votre exposé concernant cette réforme des entreprises publiques dans notre pays. Et demain, nous serons, nous, étudiants, les décideurs de ce pays. Maintenant, j'aimerais savoir, vous nous avez parlé du profil de l'homme public, les fonctionnaires. Nous observons aujourd'hui, nos fonctionnaires ne sont que des fonctionnaires budgétivores. Dans leur gestion, ils augmentent le budget et pour leurs propres intérêts, mais ils ne comptent pas l'intérêt public et l'intérêt des autres. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle politique plutôt l'État doit appliquer? Est-ce que l'État doit mettre au sein de ces entreprises publiques le privé pour gérer ces entreprises?
Est-ce que l'État doit favoriser le partenariat public-privé? Amani Akili, je suis chercheur, oui. J'étais très ravi de voir, en tant que chercheur, j'étais très ravi de vous voir parler d'un courant de pensée que vous avez développé, ou que vous êtes en train de développer, l'umpoïsme. Ma question est de vouloir connaître un peu plus long sur l'umpoïsme, si vous pouvez nous dire. Ma deuxième préoccupation, en tant que chercheur, je me suis un peu étendu sur l'étude de ces deux institutions, la Banque mondiale et le FMI, que moi je considère, ou que moi je traite comme des vampires économiques qui saignent la République de tous côtés. En passant, j'ai découvert que seuls les États-Unis ont un droit de veto sur ces deux institutions. C'est le seul pays au monde qui a un droit de veto, qui peut dire à la Banque mondiale ou au FMI, faites ceci, ne faites pas cela. Et ça, c'est dérangeant quand même. Moi, pour ne pas être long, j'aimerais vous poser directement, professeur, une question. Qu'on nous dise, parce que dans la rubrique ou la litanie d'entreprises qui ont été changées d'entreprises d'État en société privée ou par action, qu'on nous dise une entreprise comme la SNEL, parce que la SNEL aussi a été changée, n'est plus une entreprise de l'État, mais a été changée en entreprise privée. Qu'on nous dise que la SNEL, que la Régie des eaux aussi, qui est compris dans ça. Mais un actionnaire prioritaire qui s'accapare, ils sont peut-être plusieurs, mais imaginons un actionnaire prioritaire qui s'accapare de la SNEL, ça veut dire quoi? Qu'il s'accapare des actifs de la SNEL. Et quels sont ces actifs? Il y en a plusieurs, mais citons un actif matériel, le barrage d'Inga. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, ou ces groupes de gens qui sont certainement des multinationales, et qui ont comme ça dans leur poche le barrage d'Inga, ça veut dire qu'ils vont nous mettre à genoux quand ils voudront. Qu'on nous dise que ces actionnaires-là, qui s'accaparent la Régie des eaux, ça veut dire quoi? Mais la Régie des eaux, elle a quoi comme actif? Elle fonctionne avec quoi? Avec de l'eau. Et donc, ils ont dans leur poche tous les eaux de la RDC, disons ça comme ça. Mais est-ce que les enjeux, et là je félicite, j'appuie M. Freddy Mulumba, il a commencé par dire on doit logiquement mettre tout sur la table et nous laisser décider. Parce que moi j'ai pleuré quand j'ai vu en 2009, c'est Mouzitou, le Premier ministre Mouzitou était en poste en 2009, c'est lui qui nous a signé toutes ces bêtises. Et donc moi j'ai pleuré, moi j'ai pleuré quand j'ai découvert ces histoires-là, et je me suis dit, merci Monsieur Freddy, je me suis dit, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une loi pour des choses, pour des biens d'État, des biens de fierté? Nous parlons de la SNEL et de la Régie des eaux. Est-ce que ces projets des lois comme ça ne peuvent, ne serait-ce que passer par le Parlement et faire l'objet d'un vote des députés? Parce que les députés, voyez-vous, c'est eux qui nous représentent. Donc, monsieur est autorité, il est président de l'Assemblée, voilà, et donc ce sont des bonnes personnes. Monsieur Freddy, il est DG de la première chaîne de télévision nationale, et donc c'est des bonnes personnes, des bons canaux par lesquels on peut passer pour faire passer le message. Merci. Donc je voudrais d'abord saluer l'intelligence des questions qui ont été posées ici. Et je peux dire que nous ne perdons pas notre temps au niveau de la cité, parce que la spécialité en RDC, c'est de croire que ce qu'on ne connaît pas n'existe pas. Et il y a toujours des gens qui parlent mal de cette université. Mais moi, je crois que vous-même, vous avez suivi la qualité des questions qui sont posées et vous sentez que le niveau est là. Donc, je voudrais remercier
tous ceux qui ont posé toutes ces questions. Et je voulais dire aux téléspectateurs que Henri Mitzberg a développé une notion qu'on appelle culture organisationnelle. Donc quand nous sommes à l'université, il y a des termes que nous utilisons pour plus d'esthétique au débat. Donc qu'on ne pense pas que c'est de façon ostentatoire que nous sommes en train de le faire. Donc la première question, elle a été posée par Divin. Il voudrait connaître, il dit par rapport aux faiblesses, j'ai réquisé les désengagements. Il voudrait savoir s'il existe des entreprises publiques aux États-Unis, et il voudrait également que nous puissions démontrer comment il y a absence de stratégie dans nos entreprises. Donc j'ai résumé ces questions que j'ai tenté de reformuler. La première précision, j'ai dit que je ne suis pas contre les désengagements sur le plan principiel. Mais le faire globalement, c'est mutiler les réalités managériales parce que chaque entreprise a ses réalités. Je vais encore revenir là-dessus et sonner fort quand je vais répondre à la question de notre ami Amani, parce que ce qu'il pose comme question, je l'avais déjà envisagé dans mon livre de 2014. Alors, le problème, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de désengagement. Mais la faute dans cette affaire, c'est ce désengagement global. Et vous allez voir qu'à un certain moment, il y a des incohérences dans les politiques publiques congolaises. Donc ici, je me suis arrêté aux entreprises, mais j'ouvre une parenthèse, que nous sommes les seuls États au monde où l'intelligence n'a pas de place institutionnelle. Lorsque vous êtes aux États-Unis, là où toutes les autorités passent au crible avant d'être nommées, il y a les comités d'analyse économique. En institutionnel, s'il vous plaît. Comment fonctionnent ces comités d'analyse? C'est que chaque fois que le gouvernement américain a pris des mesures sur le plan économique, le président américain a une trentaine d'économistes qu'il consulte dans le cadre de ces comités-là. Lorsque vous descendez en France, c'est pareil. Donc depuis 1885 jusqu'à ce jour, cette institution ou cette structure, voudrais-je dire, n'a jamais fonctionné en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui fait que il y a, qu'est-ce qu'on entend en politique publique, qu'est-ce qu'on entend par incohérence de politique publique, c'est qu'il y a des mesures qui sont diachroniques, qui s'opposent les unes aux autres. Un ministère prend une telle mesure, mais cette mesure ira à l'encontre de celle qui était déjà prise par une autre. C'est ce qui fait qu'en politique publique, si nous voulons redevenir un État des hommes normaux, il faut impérativement que nous puissions avoir une unité de politique publique. Alors, à ce niveau-là, j'anticipe, vous allez comprendre qu'il y a des entreprises qu'on ne peut pas privatiser dans le contexte actuel. Et je voudrais préciser ici qu'il y a la différence entre l'économie et le management. Parce qu'apparemment, les gens ont tendance à confondre les deux. Lorsque nous prenons une théorie économique pour asseoir notre action gouvernementale, il faut finalement la transposer sur le terrain managérial pour utiliser notamment la contingence et savoir est-ce que ce principe sera efficace dans notre environnement. C'est pour dire que je ne suis pas de manière absolue opposé au désengagement, mais je suis radicalement opposé au désengagement collectif.
regardez, l'histoire du monde est pleine de renseignements par rapport aux structures des entreprises. La Singapore Airlines est une entreprise publique. C'est la meilleure compagnie aérienne du monde. En France, lorsque Peugeot était 100% État, c'était la meilleure compagnie française. Donc, cette histoire, cette affaire d'être public ou d'être privé dépend des contextes. Et les désengagements en République démocratique du Congo devaient être faits, à mon humble avis, au cas par cas. Parce que je vais revenir sur la question de la SNEL et vous allez voir que ça va se compliquer. Alors, lorsqu'on parle de l'absence de la stratégie, je sais que vous devez avoir les cours dédiés à l'économie d'entreprise. Et si vous n'en avez pas, vous devez avoir les cours sur les stratégies des grands groupes industriels. C'est-à-dire que celui qui est dans le monde des entreprises ne se comporte pas de la même manière que la maman qui vend les cacahuètes et beignets au coin. C'est là où on réfléchit, notamment sur la théorie de l'agence, la théorie des coûts des transactions, la théorie des jeux. Et ça, il faut convoquer les grandes forces de l'intelligence. Ce qui justifie que la RDC n'a jamais eu une société multinationale, c'est parce que nous, j'ai l'autorité de le dire, le meilleur profil n'a jamais été un atout en République démocratique du Congo. Et ça, je le répéterai même devant un fusil. Surtout que ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit s'il avait été demandé de le dire. Donc, il faut impérativement qu'on puisse instituer les comités de stratégie. Et les désengagements, s'il doit être maintenu, cela doit être fait au cas par cas. Et regardez l'incohérence des politiques publiques en République démocratique du Congo. On transforme ces entreprises en sociétés commerciales. On considère que ces entreprises ont une atonie des ressources, mais on les soumet parce que lorsqu'elles cessent d'être entreprises publiques, ça devient des sociétés commerciales et partant soumis aux droits communs, notamment en matière de fiscalité. Ce sont encore des surcharges pour l'entreprise. J'insiste que l'émergence doit passer par l'intelligence. Donc on a gonflé plus de charges. Et en management, je voulais dire ceci. Il y a une différence entre la prise d'une décision et la résolution d'un problème. Pour qu'une décision puisse résoudre un problème, il faut tenir compte de son impact et de sa faisabilité. La deuxième question est posée par l'assistant Kailou qui sans tort est nostalgique de la loi de 1978. Il n'a pas tort. C'est-à-dire qu'on pouvait amender, si on amendait cette loi en se désengageant au cas par cas, en y insérant la gouvernométrie, je crois qu'à ce moment-là, les choses pourront bien se dérouler. Donc, l'assistant Kailou n'a pas totalement tort. Donc, c'est une loi qu'on pouvait adapter aux exigences modernes de gestion. Donc, le problème, c'est que chez nous, tout le monde est gestionnaire. Mais laissez-moi vous raconter quelque chose. Lorsque vous êtes ailleurs, la gestion, c'est une affaire des personnes qui ont étudié ça à l'école. Et c'est ce qui fait que les écoles de commerce, ce sont les écoles qui coûtent le plus cher en Europe. Lorsque vous êtes à Francfort, c'est autour de 35 000 € là. Lorsque vous êtes à Harvard, c'est 100 000 $ là. Parce qu'on estime que ces gens, ce sont des médecins des entreprises. Ces gens-là ont dans une certaine mesure la dimension mystique de Jésus qui avait ressuscité Lazare. Ce sont des gens qui sont capables de ressusciter des entreprises en difficulté. Mais ici, quand on veut nommer, tout ça vient après.
Et c'est depuis l'indépendance. Et je dis que pour diriger une entreprise, les diplômes seuls ne suffisent pas. Il faut être capital humain au sens de Gary Becker, c'est-à-dire études exigeantes, bonne santé et suffisamment d'éthique. Et c'est ça le rôle de l'ANER. À part la dimension politique, l'ANER doit recruter les meilleurs enfants de ces pays, filière par filière. Mais quand il faut gérer, c'est tout le monde. Tout le monde, même celui qui a soutenu sa thèse en matière de transport des colis au niveau des beach. Donc, enfin, ça c'est un peu pour détendre l'auditoire. Je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Mais c'est ça la réalité. Donc, lorsqu'on est mandataire, on doit avoir des prérequis. Donc, un mandataire doit être, même quand il est en train de dormir, vous lui posez la question, quelles sont les ressources fondamentales d'une entreprise? Quand il s'est ressaisi, il dit, il commence à dire ressources matérielles, ressources financières, ressources humaines, tant comme ressources. Donc, même dans son sommeil, son âme répète ça. Mais ici, c'est quand on nomme un mandataire qu'il va acheter des ouvrages sur la gestion. Quand est-ce qu'il aura le temps de les lire? L'assistant presse, il pose la question si on doit continuer avec le système fiscal actuel. Je crois que la responsabilité est partagée par rapport à la mobilisation molle des recettes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une campagne sur le civisme fiscal. Il faudra d'abord que ceux qui conçoivent la politique fiscale de leur État doivent avoir une politique fiscale scientifique. On ne peut pas faire des réformes fiscales dans un État dont on ne connaît pas les quantums fiscaux. Ça commence par là. Dans tous les pays des hommes normaux, la réforme fiscale commence par les déterminations du quantum fiscal de cet État. Ça, c'est la part de l'État. Mais au niveau de nos administrations, il faudra que ceux qui gèrent ces recettes ne puissent pas confondre les recettes du Trésor avec les revenus privés. C'est ce qui fait que lorsque vous êtes en France, par exemple, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaillent pas qui vit. Moi, je me souviens à l'époque de Mobutu, parce que c'est à cette époque-là que moi j'ai fait l'École nationale des finances. Lorsqu'on t'attrapait en train de tricher, nous sommes en 89, donc on t'est révoqué de l'école. Mais malheureusement ici, même celui qui a été attrapé comme tricheur, vous allez voir, il cherche quand même à devenir assistant. Donc, c'est-à-dire qu'il cherche à apprendre aux enfants des autres comment tricher à l'université. La quatrième question, c'est celle de Patrick. Il veut connaître quelle est la composition du comité de stratégie. Donc, dans le comité de stratégie, ça fonctionne ailleurs. Hein. Donc, j'ai fait une partie de mes études aussi en Chine. En Chine, le comité de stratégie fonctionne et ce sont les entreprises publiques qui contribuent le plus au PIB chinois. C'est-à-dire que dans chaque filière, il y a des personnes scientifiques qui se sont investies dans la recherche. Ces gens-là, on ne les utilise pas, mais à la faculté aussi, il y en a plein. Finalement, pour se consoler, c'est à l'occasion de conférences comme celle-ci qu'on déploie dans une certaine mesure le savoir. Mais en réalité, parce que le savoir n'a de sens que lorsqu'il débouche sur la trilogie du savoir, à savoir le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Donc ces gens-là sont attendus au niveau des entreprises. C'est là, c'est ça l'université. Donc les comités de stratégie, ça, je pense que les collègues de l'université doivent quand même me soutenir. Donc je suis en train de négocier des emplois pour vous. C'est-à-dire que
dans ces comités-là, on dit par exemple que nous sommes au niveau de la SNEL. On cherche quels sont les professeurs qui ont fait des recherches en matière d'électricité, sur les plans des droits, sur les plans de gestion, sur les plans... Donc ces gens-là, ils ne seront pas nombreux, certes, pour éviter de gonfler encore des charges d'exploitation. Et je suis d'accord avec Patrick, parce que souvent quand nous enseignons, moi je comprends, lorsqu'on ne fait que l'économie, et par moment on mutile les réalités sociales, on croit que tout est régenté par l'économie. Non, il a dit raison. Il a raison, voudrais-je dire. Il dit, bon, il y en a qui soutiennent l'État, il y en a qui soutiennent le marché. Quel est le système le plus efficace? Moi, je réponds en disant que le système le plus efficace, c'est celui qui est adapté à l'environnement. Et en management, on appelle ça la théorie de la contingence. C'est-à-dire, il faut chercher à voir, est-ce que dans le contexte actuel, qu'est-ce qui est avantageux pour la République? Dans tel secteur, est-ce l'État? Est-ce le marché? Et qui en a le plus d'aptitude? Vous avez suivi le DG Freddy, il disait que le néolibéralisme est en faillite. Je l'appuie parce que c'est le néolibéralisme qui a amené la crise financière de 2017 avec la crise des subprimes. On ne contrôlait plus rien. Et vous avez vu la conséquence que lorsque le secteur de l'automobile était en déperdition aux États-Unis, c'est le président Obama, avant la fin de son mandat, qui est intervenu pour soutenir la filière. Donc, il évitait de rester cabré de manière mécanique sur des approches, mais il faut chercher à tout contextualiser. Et là, nous sommes d'accord parce que c'est ce que nous disons même dans les premiers livres, que le désengagement devait se faire au cas par cas. La cinquième question est venue de Merveille. Il s'est plaint de la qualité du personnel étatique. Il dit qu'est-ce qu'il faut finalement faire. Bon, en fait, hein, le management a ses exigences. Nous sommes dans un environnement du faux. Vous pouvez voir quelqu'un qui n'avait rien à voir avec la science, dès qu'il occupe de grandes fonctions politiques ou au niveau des entreprises, un jour vous suivez la télé, vous apprenez qu'il venait de soutenir sa thèse. Donc il s'agit en fait de Degogao. Vous connaissez les Degogao? L'homme qui avait découvert l'embouchure. Donc Degogao, dans sa tête, il croyait qu'avant lui, nos ancêtres n'étaient pas au Bas-Congo. Ce n'est pas le diplôme qui va te donner de la valeur ajoutée. C'est ce que tu sais faire de ton diplôme. Le professeur, c'est à la fois l'intellectuel et l'expert. Donc, je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous sommes dans un environnement du faux. Dans nos administrations, c'est plein de gens qui étaient passés sans passer par le filtre. Mais il y a possibilité de corriger tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut de vraies réformes? On organise des tests d'évaluation. On ne chasse personne. On organise des tests d'évaluation dans toutes ces entreprises. Et moi, je vais négocier pour eux le palais du peuple comme l'auditoire pour les tests. Le premier test sera dédié à la dictée pour voir comment les gens écrivent. Le deuxième test, vous verrez, ça sera filière par filière. Vous dites, vous êtes économiste, vous aurez un test économique. Vous êtes gestionnaire, après ce test-là, bon, sauf que, connaissant la manie chez nous, il faut organiser ça avec des cabinets indépendants. Comme je l'ai vu en Ouganda, sinon ils vont encore envoyer leurs frères là-bas. Alors, quand vous organisez ces tests là-bas, vous prévenez les gens que quand vous échouez, ne passez jamais à la télé, sinon on va publier vos copies dans les réseaux sociaux. Alors, ceux qui vont échouer, ils vont rejoindre nos amis à Kanyamaka CC pour faire. Non, avec des cabinets indépendants, ça va. Parce que c'est ça la seule façon d'améliorer la qualité du personnel dans nos entreprises. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais la plupart n'étant pas passés par les filtres, il y a tout le monde
de ce côté-là. Et après ce test, vous allez avoir un job description entreprise par entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, on doit connaître ses besoins en finance, ses besoins en ressources humaines. Comment une société qui a été créée pour 500 personnes, vous engagez 5000 personnes? Ce sont en fait des sans-emploi dans des sous-emplois. Et comme ils ne font rien, ils passent tout leur temps à réclamer des avantages, même qu'ils n'ont pas travaillé. Et la gouvernementale, ça va venir. Et entre nous soit dit, les jours où tu apprendras ces mots-là, tu penseras à moi. Parce que ça fait partie du poïsme. Mais est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je suis plus intelligent que les autres? Non. Ça, c'est la beauté de la communication. Alors, maintenant, c'est mon ami Amani. Quand il a dit qu'il était chercheur, je voulais réagir en disant où, mais ses propos m'ont convaincu qu'il est véritablement chercheur. Alors, il a un point de vue sur le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Il considère que ce sont les vampires de la République. Bon, c'est relatif, hein. Je sais que même sur le plan international, Friedman a critiqué l'intervention du Fonds monétaire en Asie. Mais ce que je peux vous dire, ce que vous devez retenir, c'est que nous, la RDC, nous sommes membres de ces institutions-là. Elles ont été créées pour venir au secours des économies en difficulté. Souvent, j'entends les gens dire qu'ils n'ont jamais réussi à développer un seul État, mais je réponds, il faut bien lire leur statut. Il n'est pas dit dans leur statut qu'ils sont là pour développer les États. Il y a des États qui se sont fait assister par elles, qui se sont développés, mais nous, si ça ne marche pas, je vous dis que nous avons été les premiers pays à entrer en programme de l'Afrique subsaharienne, à entrer en programme avec le Fonds monétaire international. Nous sommes en 1967. Donc c'est le seul programme qui a été concluant de 1967 à 1970. Les restes des programmes n'ont jamais été concluants. À ce moment-là, à qui la faute? Lorsque vous mettez votre neveu à un poste pour lequel il n'a pas beaucoup de compétences, est-ce que c'est le Fonds monétaire qui vous envoie faire ça? Alors, il a posé un problème sérieux et c'est ce problème-là que nous avons posé dans ce livre depuis 2014. La planification économique fait et défait les rois. Lorsque vous privatisez la SNEL, c'est-à-dire on doit pratiquer la vérité des prix, est-ce que le Congolais a un pouvoir d'achat qui peut lui permettre d'acheter l'électricité à son vrai prix? Vous voyez nos amis de Tchangula accepter qu'il y ait des lumières alimentées pendant qu'eux ils sont dans les noirs, mais ils vont vous envahir la nuit. Les États ont besoin des droits appliqués et non des droits applicables. Donc, je suis d'accord avec lui. Et là, vous allez me donner raison que les désengagements ne devaient pas être collectifs. Et regardez encore l'incohérence de nos politiques publiques. En 2008, vous dites que la SNEL devient société commerciale. 10 ans après, en 2018, vous n'avez pas encore changé le statut de la SNEL. Vous dites que oui, nous sommes en économie libérale, mais sauf pour 4 produits. C'est-à-dire l'eau, l'électricité, les produits pétroliers et les transports. Il s'agit de transports urbains, j'insiste là-dessus. Alors, c'est de l'incohérence. Lorsque je suis société commerciale, je n'obéis qu'aux forces du marché. Mais quand vous dites maintenant qu'avant que je ne fixe les prix, vous devez intervenir, donc, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, vous êtes assez adulte scientifiquement pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi dans ces pays, nous devons d'abord avoir l'unité des politiques publiques. Ça, c'est au niveau institutionnel. Nous devons avoir les comités d'analyse économique et au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des entreprises, on doit créer des comités de stratégie. Donc,
Je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est ça le problème que j'avais soulevé. Vous verrez que cet ouvrage s'intitule « Analyse critique des enjeux politiques, économiques et sociaux ». Lorsqu'on fait des analyses économiques, ça doit se faire de manière polygonale. Agir autrement, c'est faire de la mésoéconomie. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le chercheur Zamani, parce que lorsque vous prenez ce genre de mesures, ça débouche sur des remous sociaux. Et à ce moment-là, le pays devient ingouvernable. Que signifie l'impoïsme? L'impoïsme est une théorie managériale qui dit que le développement du Congo passe par trois choses. La discipline des dirigeants, les durs labeurs de la population et la bonne intelligence avec la communauté internationale, le tout sur base de la gouvernométrie. Je ne veux pas abuser de votre patience, mais je vous dis que j'ai aimé la qualité des questions qui m'ont été posées et ça me permet d'approfondir encore mes recherches dans le secteur des entreprises publiques. Messieurs les vice-doyens, avec tous les respects attachés à votre rang, messieurs les DG de la RTNC, distingués invités,